Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons faire quelques observations sur 6 éléments chimiques. On va regarder leurs caractéristiques afin de pouvoir les classer dans les catégories des métaux, des non-métaux ou des métalloïdes. Cette vidéo s'adresse principalement aux étudiants qui étaient absents lors de l'expérience réalisée en classe ou alors d'autres qui voudraient qui n'ont pas eu le temps de terminer ou qui voudraient avoir un second regard, voir à nouveau les observations qui ont été faites. D'abord, une vue d'ensemble du matériel nécessaire. Nous avons les échantillons sous forme solide, en bande, en bandelette ou en pépite. Nous avons les mêmes échantillons en poudre. Notons que le nickel est absent. Il sera observé en démonstration. Nous utilisons de l'acide chlorhydrique 3 molaires, sa concentration. 5 éprouvettes sont nécessaires ainsi qu'un support à éprouvette. Alors, nous devons observer l'éclat de ces différents éléments, leur capacité à se déformer, l'état du DCE lorsqu'il est en contact avec des éléments solides et la réaction des poudres de chacun d'eux en présence d'acide. Ça devrait nous donner les caractéristiques supplémentaires nécessaires pour distinguer les métaux des non-métaux et, le cas échéant, si on a des propriétés communes aux deux, les métalloïdes. Commençons avec l'observation de l'éclat. Certaines bandes sont rouillées. Il est difficile d'observer l'éclat véritable lorsqu'il y a de la corrosion. Alors, utilisation du papier sablé pour poncer légèrement et voir si en dessous de la rouille se cache un éclat particulier. On voit assez rapidement qu'on a une bonne brillance. Évidemment, je ne vais pas noter dans mon tableau d'observation que c'est un éclat métallique. Ça serait une analyse, une interprétation. Je vais noter simplement que je vois qu'il est brillant. Donc, il y a une brillance. Il est brillant. Il y a un R ici. Je fais la même chose pour le zinc, le silicium. Le zinc, déjà, sans avoir à le poncer, je vois déjà qu'il a des reflets brillants. En même observation. On ne note pas des oui ou des non dans un tableau parce qu'il n'y a personne qui est apparu pour nous dire oui. On va plutôt noter ce que nos yeux ou nos sens ont perçu. Pour la pépite de silicium, c'est déjà apparent qu'il y a des reflets brillants. Alors que pour le soufre, ça me paraît plutôt terne. Ou s'il y a une brillance, c'est plutôt vitreux là-dessus. Alors, je vais noter que le soufre a un éclat plutôt terne. Terne, qui est le terme qu'on utilise pour dire qu'il est non brillant. Le magnésium, la petite bandelette, elle est très oxydée. Il y a des bouts qui sont même noircis dessus. On va donc absolument utiliser le papier sablé pour essayer de révéler une couche sous la rouille. Dans son cas, ça demande un peu plus de patience. Mais une fois dégagé, on voit certains. On peut bien observer des reflets brillants pour le magnésium aussi. Bien sûr, je ne fais qu'un tableau brouillon. On mettra ça au propre dans le rapport de laboratoire. Autour du nickel, le nickel, très difficile à oxyder. A gardé son éclat encore très brillant. Plus besoin du papier sablé. Pour le deuxième test, le test de la malléabilité, on veut simplement observer si l'objet est facile à déformer. Pour la bande de fer, déjà on voit des traces de déformation dessus. Il est facile de la déformer, de la plier et de l'aplatir également. Donc on peut noter qu'il se plie. Facilement se plie. Même chose pour le zinc, on a une tendreté assez élevée, là. Donc se plie également. Le silicium a l'apparence d'un caillou et aussi la texture d'un caillou. J'ai l'impression que si je le force très fort, je vais le casser. Or, celui-ci ne se plie pas facilement. Ne se plie pas. Et ça va être la même observation pour le soufre. Il va avoir tendance à se fragmenter, à s'émietter, plutôt que de s'aplatir ou se déformer. Ne se plie pas. Le magnésium, très facile à déformer, se plie facilement. Pour voir la bande de nickel, c'est un peu plus robuste, mais il y a quand même, elle est plutôt mince. On voit qu'elle est relativement facile à déformer.
donc se plie aussi. Pour l'état du DCE, on va observer l'état de la lumière. Est-ce que le contact des électrodes avec une partie exposée de l'élément chimique fait allumer la lumière? Alors, dans le premier cas, ici, on voit une lumière s'allume au contact du fer. Je crois que j'ai le même résultat avec la bande de zinc. Et pour le silicium, il y a des petits... On est capable d'avoir des étincelles. Voilà, ça s'allume, ça brille faiblement. Il y a une lumière qui peut s'allumer. On voit que les trois premiers, une lumière s'allume. Donc, on peut mentionner que l'état du DCE, c'est qu'il s'allume. Je n'écris pas qu'il conduit, c'est mon cerveau qui déduit ça. La lumière s'allume, donc l'objet est conducteur électrique. C'est une analyse qu'on va écrire plus tard. Pour la pépite de soufre, en contact, même si j'essaie de faire un bon contact avec, je n'arrive pas à faire allumer la lumière. Le soufre ne fait pas allumer le DCE. Donc, l'état du DCE est qu'il est éteint. Et pour le magnésium, il faut être attentif à aller l'installer sur des endroits qui ont été frottés en contact comme ça. Puis, oui, vraisemblablement, cette lumière s'allume. Je pense qu'on a le même résultat avec le nickel. Voilà. Alors, dans les deux derniers cas, l'état du DCE, c'est que la lumière s'allume. Encore là, dans un tableau d'observation, jamais de crochet, jamais de oui ou de non. On va y aller non pas avec une réponse à une question, ça fait partie de l'analyse. On va y aller avec ce que nos sens nous ont permis d'observer. Alors, ça complète la première partie d'observation avec les objets solides. Ça va toujours plus rapidement quand on organise notre lieu de travail avant de commencer. On peut retirer tout ceci. On va faire les tests avec les poudres. Pour les tests avec les poudres, on va y ajouter une très petite quantité de poudre de chacun des échantillons dans une éprouvette. Et l'acide étant, moyennement concentré, là, pour éviter de manipuler cet acide-là avec les doigts, on va verser directement dans les éprouvettes sans les sortir de là. Alors, avec une spatule, on va chercher une très petite quantité d'un échantillon de fer. Quand on dit une petite quantité, on parle de la pointe d'une spatule. Ça, c'est déjà trop, ça. Une petite pointe seulement. On n'en veut pas trop. Ça devrait suffire. Que je vais verser dans la première éprouvette. Pour éviter de mélanger les différents échantillons et leur couvercle, je referme immédiatement. Et ensuite, je vais utiliser les autres. Bon, alors pour sauver un petit peu de temps, j'ai déjà ajouté du zinc, du silicium, du soufre et du magnésium dans chacune des éprouvettes. Il est déjà présent au fond. Il restera qu'à rajouter une certaine quantité d'acide. Pour la quantité d'acide, il s'agit d'en mettre suffisamment pour observer si on va voir de l'effervescence. Il y aura une réaction qui va se faire. Donc, on conseille environ 1 cm d'épaisseur dans le fond de l'éprouvette pour recouvrir l'échantillon et se donner l'occasion de voir apparaître de l'effervescence. Donc, l'épaisseur d'un doigt devrait être suffisant comme quantité. Par prudence, on n'écrase pas la bouteille quand on ouvre le bouchon, loin des yeux, comme ça. Et on va verser l'acide à l'intérieur, observer s'il y a réaction d'effervescence ou pas. Je vais placer un petit papier en arrière pour qu'à la caméra, on soit en mesure de peut-être mieux voir ce qui se passe dedans. Ça devrait suffire pour le faire. On remarque déjà que l'acide est troublé. Il est brouillé par la présence d'une grande quantité de bulles. Si j'essaie d'en faire un petit focus ici, je pense qu'il est possible de distinguer certaines bulles là, qui vont se produire soit à la surface ou à partir du fond, des petites bulles qui vont monter. Donc, il y a effectivement effervescence dans le cas du fer.
On va faire la même chose avec les autres éprouvettes. Suivant. Oh! Alors, réaction instantanée et assez violente avec le magnésium. Dégagement gazeux. Beaucoup de chaleur aussi. Alors, observons dans le cas du zinc, il y a effectivement des bulles qui vont se former autour de la poudre. Il y a une réaction d'effervescence qui se fait ici. Pour ensuite le silicium, on a simplement mélangé la poudre de silicium. On ne voit pas de bulles apparaître à l'intérieur, pas de bulles qui éclatent à la surface, donc il n'y aura pas de réaction d'effervescence pour le silicium. Également pour le soufre. Le soufre a simplement décidé de les flotter à la surface. Le soufre n'a pas fait de réaction non plus d'effervescence. Mais bien sûr, dans le cas du magnésium, c'était assez instantané. Le liquide est encore blanchâtre, tellement il est rempli de petites bulles à l'intérieur. Donc, c'est une effervescence très forte dans le cas du magnésium, qui est encore observable ici avec la couche de bulles en surface. Alors, pour résumer, le zinc a fait une légère effervescence, mais il y en avait une quand même, tout comme le fer. Pour le silicium, il n'y avait aucune réaction. De même que pour le soufre. Alors que pour le magnésium, on avait une effervescence violente. Qu'est-ce qu'on fait avec le nickel maintenant? Le nickel, on ne l'avait pas sous forme de poudre. Il a été préparé d'avance, par contre. Alors, on peut observer ici, dans ce tube, une réaction presque terminée. Oui, il y a effervescence en surface et il y a même changement de couleur de visible là-dessus. Une réaction complètement terminée avec le nickel et l'acide va nous donner un liquide qui a changé de couleur. Il n'y a plus d'effervescence parce que l'entièreté du nickel a réagi, est devenu un autre sel de nickel au fond, mais l'acide n'est plus un acide comme il était avant, il est maintenant un composé qui a pris une couleur différente, signe d'une réaction chimique. Donc, on peut noter que le nickel, oui, fait une certaine effervescence ainsi qu'un changement de couleur. Avec ces résultats, on devrait être en mesure d'identifier quels sont les éléments qui ont les mêmes propriétés que les métaux, ceux qui ont les propriétés des non-métaux, et les métalloïdes, c'est-à-dire ceux qui vont avoir quelques propriétés des métaux et des non-métaux sans pour autant être 100% l'une des deux catégories.